M'entendez bien là? Bon bah bonsoir à tous. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Claire de Be My App. Donc ça fait 2 mois que je travaille ici et j'organise les live codes Android et iOS, mais aussi des meet-up à l'international. Et du coup, je suis ravie de vous accueillir. Enfin, toute l'équipe Be My App est ravie de vous accueillir ce soir. Et donc on est ravis d'accueillir aussi l'équipe Echo qui sort du week-end Android Only. C'était il y a 2-3 semaines. Il y a 3 semaines. Donc voilà, donc Fabien, Jérémy et Richard. Donc voilà. Et on est aussi, on va encore remercier une fois de plus IESA Multimédia avec Damien. Donc Damien. Donc voilà, je laisse la parole à l'équipe Echo. Donc voilà. Alors, juste, c'est bon, on m'entend? Ok. Je vous fais juste une petite présentation très rapide de l'application pour comprendre un peu le contexte. Donc c'est un réseau social autour du son. Donc on crée un son, enfin, on l'enregistre, on peut rajouter quelques effets, on peut rajouter plusieurs pistes. À la fin on le partage et puis ensuite c'est un réseau social classique comme Instagram, Vine, voilà. Faire des petites démos. Voilà. Donc l'idée, le visuel, il ne faut pas trop s'y attarder pour l'instant. L'idée principale, en plus de l'enregistrement, c'est d'essayer de générer un visuel unique pour chaque son, pour rendre un peu la visualisation de l'application un peu agréable. Donc, comme on commence doucement, on commence par des waveforms, que là on colorie un peu en fonction des catégories. La prochaine étape, c'est de changer un peu le dessin de la waveform en fonction des propriétés du son. Et à la fin, ça sera carrément de faire un langage graphique, mais sans passer par des waveforms. Mais donc du coup, on a commencé par des waveforms, c'est pour ça qu'on veut en parler. Le deuxième truc aussi, c'est l'enregistrement. Juste une démo rapide, donc on a des disques, on peut les commenter, on peut les écrire, on peut s'enregistrer. Voilà, et avec un peu de par exemple. Donc ça, c'est ce dont on va vous parler aussi. Il n'y a pas de disque. Et donc l'autre grosse partie, c'est l'enregistrement. Enfin, c'est pas parce qu'on est sur l'ordinateur. Et donc c'est l'autre truc dont on va vous parler. C'est on doit être capable. Donc, nous, en fait, on propose d'enregistrer donc un son d'une vingtaine de secondes. Et une fois qu'il est enregistré, on peut en enregistrer 2 autres pistes, et on peut appliquer des effets comme vous voyez en bas. Là, c'est pas les effets définitifs. Donc là, c'est pareil, on avait besoin d'un outil pour manipuler du son, très puissant. C'est pour ça qu'on est parti sur FFmpeg, l'autre truc qu'on peut faire. Donc voilà, une fois qu'on a créé notre petit son, on peut s'amuser à faire des tests, on fait des box, on y va, on partage, on écrit. Voilà, l'appli normalement peut sortir d'ici quelques semaines. Je vous montrerai peut-être un autre parler. Je vais laisser Richard qui veut parler de FFmpeg, et ensuite de la waveform. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans l'assemblée FFmpeg et SOC. Donc les 2 projets. Alors que SOX, c'est un projet vraiment en termes de détails. Nous, on fait une iPad qui recherche beaucoup de temps. Voilà, cherche ça. D'accord, d'accord. Donc oui, voilà, c'est vraiment bien en fait d'avoir ces 2 binaires avec nous pour pouvoir manipuler des sons. Donc on a trouvé un moyen en fait de compiler ces 2 projets en ARM pour pouvoir les utiliser en fait. Voilà. Donc on est parti d'un projet qui s'appelle Android FFmpeg. C'est par une équipe qui s'appelle Paradigm Project. C'est une équipe qui est un peu spécialisée dans la sécurité mobile et qui fait pas mal de projets aussi un petit peu comme ça dans plusieurs directions. Et donc en fait, ils fournissent
de quoi en fait compiler FFmpeg et SOX en ARM pour pouvoir l'utiliser moyennant quelques modifications. Alors nous, donc on en était vraiment plusieurs, c'est vraiment un projet tout ça qu'on a trouvé. Malgré tout, les dernières versions, on n'arrivait pas à les compiler. Donc en fait, on a pris le fork de qui s'appelle Epic, voilà, c'est ici. Tac. Donc nous, en fait, on est parti de ça. Voilà. Donc, on a récupéré les sources qui étaient égales. On va vous compiler tout ça en direct pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ouais, d'accord. Mais sinon, je vais c'est là, c'est un mix. Ouais, ouais. Donc oui, pour pouvoir compiler, en fait, on va avoir besoin de l'Android NDK. Donc, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est justement dans la mesure où Android n'utilise pas la librairie C standard. Si on veut pouvoir compiler en ARM sur la plateforme Android, il faut juste installer le NDK pour pouvoir compiler proprement les sources et obtenir un binaire qui fonctionnerait sur Android. C'est ta route. Tu te souviens du bypass? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah attends, je vais juste montrer. Donc là en fait on a déjà check-outé, enfin on a déjà cloné en fait le repo donc Android FFmpeg. Voilà. Donc là vous voyez tout ce qu'on récupère en fait une fois qu'on a juste cloné. Et après donc en parallèle il faut aussi absolument télécharger donc l'Android NDK comme j'ai dit tout à l'heure. Et la seule chose qu'il faut faire pour pour pouvoir compiler en fait c'est tout simplement modifier dans le fichier qui s'appelle settings.sh. Vas-y. Donc on a téléchargé l'Android NDK la dernière. Du coup, pour la rendre compatible, il n'y a que deux lignes. Hein. Télécharger, vous modifiez vraiment juste deux lignes. Donc c'est la ligne NDK Platform Level et la ligne NDK Compiler Version. Donc voilà, vous mettez 18 et 4.8. Vous enregistrez et là vous pouvez compiler. Alors à l'exception, faut spécifier le pass, voilà, juste. Ok, base. C'est le chemin celui-là. Là, il y a déjà un script qui est fourni pour compiler tous les projets. Vas-y, lance-le, configure avec ici. Voilà, bon, ça va prendre 5 minutes, donc on peut vous en parler un petit peu plus pendant le temps que ça compile. Il y a quelques warnings. Si, c'est bien. Donc oui, voilà, les binaires qui vont être générés, ils sont vraiment gros. Pourquoi? Parce que c'est des binaires statiques. Donc en fait, ça embarque vraiment tout ce dont FFmpeg et SOX ont besoin avec eux. Donc voilà, ça va récupérer x264, FreeType2, LameMP3, etc. Et donc tout ça c'est récupéré et en fait à la fin il génère vraiment deux binaires statiques qui ont besoin de absolument rien d'autre. Donc, pour l'avantage des binaires statiques, c'est qu'on va pouvoir les utiliser quelle que soit la plateforme sans se préoccuper de l'environnement. Malheureusement, c'est plus gros, mais ça nous permet, voilà, d'être un peu universel. Voilà. Donc après, en termes de taille, c'est quand même gros, hein. C'est-à-dire qu'on doit être pas loin de 8 mégas pour le binaire FFmpeg et 7 mégas 5 pour le binaire SOX. Voilà. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le projet qu'on vous a montré là, à la base, il est vraiment modulaire. Hein. Si vous êtes courageux, vous pouvez mettre les doigts un petit peu dans tous les makefiles, etc. Vous pouvez rajouter des filtres FFmpeg, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez pour le compiler en fait à votre sauce. Vous pouvez enlever des choses si jamais vous trouvez que c'est trop gros. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de modulaire et c'est relativement bien fait pour que ça soit manipulable.
le temps qu'il compile. Ouais, vas-y. Oui, donc juste, alors moi ce que je veux dire, voilà, la deuxième chose, c'est que donc là on vous a montré donc comment générer les deux binaires, bon c'est bientôt terminé. À côté de ça, pendant le week-end My App, l'équipe Guardian Project, ils offrent aussi en fait des wrappers pour manipuler en fait ces binaires pour une utilisation un petit peu plus facile. Donc aujourd'hui on va aussi les récupérer, c'est un petit projet Java. On l'a déjà récupéré en local, donc on va le bouger aussi côté Windows. Et après en fait on va créer donc le projet Android à partir de ces petits wrappers. On va essayer ensemble d'utiliser en fait SOX pour faire un petit effet reverse, on a dit. Si c'est bon, il n'y a que les liens symboliques. C'est bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah là, faut lancer un. Est-ce que tu peux juste fermer le Eclipse, s'il te plaît? Ouais. On galère un peu. Donc t'as copié dans quoi? T'as copié direct dans VB folder? Là, comme ça, bon, c'est long et ça a l'air simple, mais nous, justement, pendant le week-end Be My App, c'est un week-end qui était sur 48 heures et ça nous a pris, je pense, à peu près, allez, pas loin de 20 heures, en fait, avant d'arriver à prendre 2 fichiers son et pouvoir les mixer, en fait. On a commencé à étudier un peu ce qu'il y avait directement dans le framework d'Android. Il y a des choses, c'est assez simple. Par exemple, si vous voulez rajouter une piste audio sur une piste vidéo, c'est possible. Depuis la toute dernière version qu'ils avaient sortie, bah, genre 2-3 jours avant le Be My App, la version 18, ils avaient rajouté à nouveau quelque chose, mais bon, entre les problèmes que les anciennes versions n'y avaient pas accès et le problème que c'était très limité, au bout de, je pense bien 4-5 heures, quoi, on a décidé de tout jeter à la poubelle et de foutre les mains là-dedans, et du coup, ça a le temps de trouver comment faire. Ça nous a pris, voilà, une bonne dizaine d'heures, quoi. Donc, là, on vous montre, si jamais vous voulez le refaire et que bon, vous avez peut-être pas noté exactement quelle ligne de code il fallait, il fallait modifier, on pourra vous les redonner ensuite. Donc, je vous les donnera à Be My App, on s'arrangera pour vous les donner, voilà. Mais après, ça offre vraiment c'est vraiment beaucoup plus souple que tout ce que propose le framework Android, quoi. S'il y en a qui ont des questions, c'est le moment, déjà. Même si pour l'instant on n'a pas montré grand chose. Oui, je disais, pour compiler, il y a besoin du NDK qu'on récupère sur le site de Google. Voilà. Oui, donc après, par contre, il y a besoin du NDK pour le compiler, mais après, on fait pas du NDK, on fait pas du C, on l'exploite pas en C, on l'exploite purement en Java, en fait. On a un binaire qui est un exe, quoi, et ensuite on utilise les outils Java classiques, quoi, pour l'appeler en ligne de commande et on passe des paramètres et il fait notre truc, quoi. Mais on fait pas, après, on s'embête pas à faire du C, à faire, voilà, à importer les points, ce genre de choses, quoi. Après, on a vraiment que un projet Java, donc on n'a pas du tout de projet NDK, ça simplifie énormément la chose ensuite, quoi. Et en plus, si vous utilisez donc le projet de Guardian Project, ils offrent déjà un wrapper avec déjà des commandes toutes faites. Vous lui passez le fichier, vous dites fais-moi un merge sur ces deux fichiers et il le fait. Après, libre à vous de rajouter encore d'autres méthodes pour ajouter des commandes. Oui, le projet de Guardian Project, donc la partie Java, hein, juste les wrappers qu'ils fournissent. Nous, on l'a utilisé donc pour le weekend Be My App. Il est bien parce que ça permet de faire marcher quelque chose vite. Après, dans l'absolu, il est pas si terrible que ça. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on s'en sert plus du tout. En tous les cas, ça peut donner une bonne base d'inspiration pour ceux qui veulent se lancer. Et voilà. Non, bah, ouais, je pense que c'est la fin, c'est la fin.
Ouais. On peut faire un petit coup de clic droit. Ouais, clic droit sur la batterie. Si tu vas pouvoir options, c'est bien. Ouais, mais je pense que oui, là il souffre. Voilà. Du coup, j'en profite pour vous parler de après. Donc après, on va aussi montrer comment dessiner une webform. Donc à partir d'un fichier son audio, vraiment un fichier genre .wave, je crois qu'on va faire à partir d'un .wave. Comment dessiner une webform à la SoundCloud ou tout ce qu'on voit un peu partout. Et la dernière partie, ce sera moi. Alors ça sera beaucoup moins technique que ça. Je vais souffler un petit peu. Ça sera comme nous, on est aussi un réseau social. L'idée c'était d'utiliser les comptes des gens sur les réseaux sociaux existants, donc Facebook, Twitter et Google+, plutôt que de leur proposer de recréer des comptes à nouveau. Et donc pour ça, on nous a parlé de BeamApp, nous a parlé d'un produit de Microsoft, d'un service qui vous permet de faire ça en quelques lignes de commande, sans vous avoir à vous embêter avec les SDK de Facebook, Twitter et compagnie. Je vous montrerai en une ligne ou deux, vous pouvez connecter votre utilisateur avec son compte Twitter et tout ça. Donc je vous montrerai après. Nous on l'a pas utilisé, je vous explique aussi pourquoi on l'a pas utilisé. Mais voilà. Donc non, ça, je pense que c'est vraiment intéressant pour certains types d'applis. Mais nous, comme on veut vraiment se rattacher beaucoup au compte existant, on va pouvoir récupérer des données, on va pouvoir leur permettre de partager les sons directement sur leur Facebook. C'était trop limité. Mais par contre, pour une appli qui a besoin de pas s'embêter avec une gestion utilisateur et qui a besoin de synchroniser facilement des données entre une tablette et un iPhone, enfin un téléphone, c'est vachement pratique, quoi. Voilà. Donc ça y est, on a réussi à compiler. Donc là, vous voyez, on a FFmpeg et on a SOX. Voilà les deux binaires qui nous intéressent. Donc on va les copier. Ouais, c'est ça. Pardon, excuse-moi, j'ai bugué. Ah, c'est ça. C'est bon, tu peux défoncer la machine. Bon, là maintenant, tu tiens. Ah, ok. Ah, mais c'est celui-là. Oui, donc là on a les deux binaires qu'on vient de récupérer, plus le petit projet Java qu'on a récupéré, qui permet de les exploiter comme expliquait Richard. Alors, on est parti. Donc oui, juste ce dont on vous parlait tout à l'heure, voilà, c'est lui, hein, le petit wrapper Android FFmpeg Java avec les sources qu'on a récupérées, Qui permettent d'appeler les commandes. voilà, qui permettent d'exploiter en fait les deux binaires. Donc juste je vous présente quand même pour que vous puissiez suivre. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a récupéré. Donc je vais lancer un petit Eclipse. C'est ça. Alors oui, une chose très importante, les binaires, donc on va les déposer dans le dossier de ressources RAW. Si vous rajoutez pas d'extension de fichier, ça marchera pas. Ça compilera mais ça marchera pas. Donc voilà, vous êtes obligé de rajouter une extension de fichier. C'est un problème tout bête, mais nous on a perdu pas mal de temps là-dessus. Donc voilà, vous êtes obligé de rajouter un nom. Je vais le faire tout de suite. Ça m'évitera de l'oublier. Pour info, c'est parce qu'en fait, par défaut, le compilateur d'Android, les fichiers RAW, il les compresse en fait au moment de la compilation. Et du coup, ensuite, quand on veut les utiliser, il s'embrouille un peu les passos. Il est pas capable de tout de suite on n'est pas capable tout de suite d'exécuter une commande dessus sans qu'il le décompresse. Donc, il s'emmêle les pinceaux. Mais si vous lui donnez une extension en plus d'un fichier qui est déjà compressé, par exemple .mp3, il va pas y toucher, il va le laisser tel quel. Donc c'est pour ça que le fichier il s'appelle ffmpeg.mp3 et sox.mp3. Ça paraît complètement stupide au début, mais en fait ça fonctionne quoi. Et d'ailleurs quand on a récupéré le projet d'exemple, pareil on avait vu ces fichiers ffmpeg.mp3, on s'est dit le mec il est con, pourquoi est-ce qu'il appelle ces fichiers comme ça, il comprend rien. Et après avoir perdu une demi-heure dessus, on a compris pourquoi il l'a fait. Donc voilà. .mp3 au début, effectivement, c'était l'exemple qu'on avait trouvé, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Moi, là, je les ai appelés .bin, ça marche aussi bien. Voilà. Tac.
Voilà, donc là je crée le projet côté Eclipse, donc j'ai créé un projet donc depuis les sources, un projet Android, évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Tout de suite donc dans le dossier, comme on a dit dans le dossier Hero, je vais venir déposer donc les deux binaires qu'on vient de générer. Voilà. Tout à l'heure pour notre exemple, on aura besoin, puisqu'on va essayer de vous faire un petit effet d'un petit exemple Wave qui s'appelle salut echo Wave. Voilà, je vais le rajouter aussi. Tac. C'est bon. Il faut juste créer un petit package. Voilà. Mais l'avantage des waves, c'est que pour travailler dessus, c'est beaucoup plus simple, comme ils sont pas compressés du tout. On peut directement analyser et récupérer des informations dans l'audio en lisant le fichier tout simplement. Donc on travaille avec ça pour tous nos tests. Ça va juste plus vite. Et niveau écho, en fait, dans l'application, c'est pareil. Toutes les tracks qu'on enregistre, là, les 3 bandes que vous avez vues, on les enregistre uniquement en wave. On rajoute des effets, on fait en wave, et c'est seulement à la fin, quand le gars veut partager son son, là on le transforme en MP3 et on envoie le MP3 au serveur. Mais sinon tout le reste on travaille qu'en wave. Parce que déjà, nous on est sur des durées de 20 secondes, donc de toute façon c'est pas gros du tout sur le disque, même en mémoire. Et ça permet ensuite de pas s'embêter avec FFmpeg, repasser des commandes en plus, et décompresser pour les recompresser et tout ça, quoi. Alors je vais juste copier-coller parce que là c'est juste pour gagner un petit peu de temps les manifestes et les fichiers XML pour le layout, hein, c'est tout bête, hein, il y a 2 boutons. C'est juste pour gagner du temps parce que ça c'était pas très intéressant à faire en direct. Et en l'occurrence sur les fichiers Wave aussi, on va les utiliser pour les analyser plutôt pour dessiner la waveform que vous avez vu tout à l'heure. Donc le fait que ce soit pas compressé, ça nous permet de récupérer les valeurs directement et tout simplement de dessiner le son. Ah oui, je suis con. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà, donc j'ai rajouté l'activity name, j'ai rajouté ça. Maintenant j'ai juste voilà. Donc là il importe quelques fichiers qu'on a préparés pour le live code, la petite interface de démo, interface graphique. C'est normal. J'ai besoin d'un dernier petit truc. Après je vais présenter un petit peu les paquets hein, pour expliquer ce que ça fait. Là je fais juste compiler. Ça me stresse. J'ai besoin de Sox. Tac. Et donc c'est l'effet reverse qu'on avait préparé. Sox.controller, là que vous avez vu, ça fait partie des trucs qui sont proposés par Guardian Project. C'est un wrapper sur Sox, celui-là. Il y a le même pour FFmpeg Controller. Donc voilà, comme je vous ai montré, il y a une méthode reverse. Vous lui passez les fichiers et hop, il va le faire. Et il y a pareil pour FFmpeg. Voilà, c'est exactement ça. Donc, voilà, je vais vous montrer déjà un petit peu là. Voilà, il y a déjà des méthodes trim audio. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici en fait, c'est tout simple. Hein, on crée une liste de strings dont la commande en premier, puis après on met tous ces arguments et voilà, on a vraiment l'impression d'être sous Linux et on manipule ces sons, ces vidéos vraiment de la manière la plus simple possible. Donc nous on va rajouter un petit effet juste ici qu'on a fait pour la démo qui s'appelle reverse. Voilà, c'est parfait. Maintenant, donc oui, voilà. Nous, la seule chose qu'on a rajouté, hein, c'est ce qu'il faut voir dans le projet qu'on a récupéré, il y avait 2 packages. Il y a le package SourceForge Sox et le package pour FFmpeg. Donc là, moi, j'ai absolument rien touché. La seule chose que j'ai rajouté dans Sox Controller, c'est un effet. Je peux vous présenter aussi le FFmpeg Controller. Donc c'est vraiment le même principe. Hein. C'est bon, il y a des petites places au début qui permettent d'installer en fait le binaire la première fois. Et après, vous avez tout ce qui est effet ou manipulation. Alors, voilà, c'est exactement ça. Voilà, le binaire, et les tirets, les options, les paramètres. Comme si on l'appelait en ligne de commande, voilà. comme on disait tout à l'heure en français. Exactement. Donc, nous on a créé une main activity. Alors, on initialise. Donc là, c'est intéressant. Donc là, nous on a fait qu'une démo avec Sox. Donc en fait, on crée le contrôleur ici, voilà. On construit juste ici. Bon, ça marche avec des callbacks en fait pour récupérer les lignes de retour, tout simplement. Donc là, voilà, il y a un shell out et il y a un process complete.
C'est tout simple. Quand vous manipulez des sons, alors attention, on est sur des fichiers, donc faut vraiment penser régulièrement à épurer en fait le dossier dans lequel vous êtes en train de travailler, etc. Donc voilà. Là on crée, en fait on a une current track, donc ça c'est une file qui est stockée ici. Voilà, ça va être le fichier son en fait, le fichier son avec effet appliqué. Et voilà, donc voilà ce que je disais tout à l'heure, juste tout en dessous, on a tout ce qui gère, donc voilà un petit peu les dossiers. Donc très attention, pensez à supprimer les dossiers, enfin effacer en fait tous les fichiers que vous avez générés quand vous rentrez dans les dossiers temporaires, etc. Voilà. Et puis c'est à peu près tout, je pense. Voilà. Donc on a deux boutons, on a un bouton de playback, on a un bouton d'effet. Donc le playback c'est tout simple, il lit le fichier donc current track, celui que l'on aura généré. Et le bouton effet, bah voilà, il appelle, on le voit ici, SOX, donc l'objet, le SOX controller qu'on a créé. On applique l'effet reverse, on lui donne le fichier en question, et après on lui donne le string pour la destination. Voilà. Dans reverse, là, tu veux voir? Bah voilà, donc l'option elle est toute bête, hein. On lui donne donc l'input pass qu'on récupère en fait du file qu'on lui a donné. Donc comme je vous disais ensuite le fichier de destination. Tiret temporaire, alors oui c'est important. SOX il risque d'être casse-pied. Donc pareil pour FFmpeg dans certaines conditions, mais là généralement quand on manipule on est au courant. Donc il faut souvent spécifier un fichier temporaire pour que lui il crée ses fichiers quand on lui demande de faire une opération. Voilà. Et enfin donc bah la commande, l'effet en question qui s'appelle reverse. Voilà. Donc on va essayer d'exécuter ça en direct. Alors malheureusement, comme c'est compilé en ARM, c'est un petit peu dur de vous faire une démo sur Genymotion. Sur l'émulateur. Donc on va faire une petite démo directement sur la tablette. C'est ça, tout à l'heure on était sur Linux sur x86, mais les binaires qu'on a compilés sont à destination de plateforme Android, donc ARM. Donc on peut pas les... Voilà, on va essayer d'exécuter. Attends, j'ai oublié dans tac. Voilà, tu peux utiliser un micro pire ça plutôt. Bah, tranquille. Attends, je vais juste vérifier si j'ai pas autre chose à montrer, mais en fait c'est bon. Bah non, voilà, j'ai tout montré. Si, voilà la dernière petite chose, mais bon, je pense que les gens qui font Android sont habitués. Si jamais vous voulez, en fait, c'est un peu... si jamais vous voulez récupérer donc des ressources qui sont dans RAW, en fait, vous êtes obligé de les décomposer avant de pouvoir les manipuler en tant que fichier et les installer en fait tout simplement sur la carte SD. Voilà. Donc faut pas oublier de passer par les petites méthodes. Nous on a fait un petit truc ici. C'est tout bête. Donc voilà, pensez que la ressource on peut pas y accéder directement. D'abord c'est passer par l'étape de transformer en fichier, je le mets quelque part et après ensuite je peux l'utiliser. Voilà, ça c'est bon. Alors on a un bouton play qui normalement lit la piste son donc qu'on avait enregistrée. Sur play. Bah c'est pas grave, on va faire ça, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Peut-être pas près du micro, mais je pense que les gens ils entendent, ça suffit. Appuie sur play parce que je pense que. Salut, bienvenue à la live code déco. Voilà, donc là on fait que lire le son en fait qu'on a décomplété, qu'on a rajouté. Et maintenant tu peux appuyer sur la petite play.
Voilà, c'est intéressant. Voilà, donc on peut voir dans le. Merci. Donc ici on peut voir dans les logs il y a de quoi en fait voir quand même la commande compact, c'est une chose pratique de base, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse facilement débugger et s'en sortir. Donc là on voit voilà la commande SOX qui a été passée, tout simplement le binaire, voilà, on lui dit la source c'est salut echo.wave, la destination c'est salut echo 0.wave avec le dossier temporaire qu'on nous précise avec l'effet reverse. Voilà. Tout simplement. Voilà, et là il y a juste un petit reverse, mais SOX c'est vraiment un énorme outil, ils appellent ça le couteau suisse du son. Il y a plein déjà d'effets qui sont disponibles, et ensuite c'est capable aussi d'extraire des informations du son, et ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent servir pour dessiner les waveforms ou pour analyser un peu ce son, quoi. À partir du moment où vous avez fait ça, tout le reste c'est tranquille, quoi. Il y a juste à appeler des lignes de commande, tout le monde sait le faire, et là vous avez un outil super puissant pour manipuler du son sur Android, quoi. Voilà. Voilà, et donc là aussi aujourd'hui à noter que nous on manipule du wave parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique au niveau de la waveform, etc. pour les dessins, mais SOX et FFmpeg on peut directement manipuler du MP3, faire des effets directement sur des fichiers en OGG, en AAC, enfin bref, vraiment tout est possible. Voilà. Je vais, alors du coup, on va essayer de dessiner la waveform, donc là on va vous parler d'un autre projet qui s'appelle Ringdroid. Alors à la base c'est un projet qui date un petit peu maintenant. C'est juste quelque chose en fait qui permettait de créer des sonneries en fait pour son téléphone. Donc en fait on lance, ça parse tous les fichiers Wave, MP3, OGG, tout ce que vous avez sur votre téléphone. Ça vous dessine une waveform et après vous pouvez en fait tronquer la piste où vous voulez et en faire une sonnerie. Voilà. Donc c'est quelque chose. C'est un projet open source de Google. Voilà. Donc on est reparti sur ça. Ce qui nous a vraiment intéressé, c'est qu'en fait, il est capable de parser donc tous les types de fichiers, et après on récupère les données, et c'est à partir de ces données. Donc, faut imaginer que voilà, il y a un son pour tout le monde, hein, c'est juste quelque chose qui est voilà, c'est simplement une courbe avec beaucoup de valeurs, et donc c'est en parsant cette courbe qu'on peut imaginer commencer à dessiner une waveform. Donc voilà, nous on a été intéressés par ça. On a pris ça donc au début, on s'en est servi pour Be My App. Aujourd'hui, on l'utilise plus du tout. Mais encore une fois, voilà, c'est quelque chose de pratique pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir à manipuler un son et pouvoir le dessiner. Voilà. Donc, le statut, puisqu'on l'appelait comme ça. Alors, j'ai besoin de ça. Alors, la première chose que j'ai commencé, c'est... Ouais, vas-y, peut-être tu peux me... J'en profite tant qu'on est dedans. Voilà. Là, on a joué un son qui était directement, qu'on avait embarqué directement. On n'a pas fait la partie enregistrement parce que il y a deux manières d'enregistrer sur Android. Une manière super simple, mais de mémoire, vous récupérez même pas un fichier audio, ou alors si, mais vous récupérez peu de données dessus. Et il y a une manière un peu plus compliquée qui est purement Java, qui est pas Android, qui utilise pas les services Android, qui utilise juste des trucs en Java. Et donc c'est ça qui, c'est mieux d'utiliser parce que après on a plus de marge de manœuvre. Donc pas de démo parce que c'est pareil, c'est vachement compliqué. Il faut gérer soi-même des buffers, faut lire le stream à la volée, gérer soi-même des buffers, les tailles des buffers, faut faire attention si on écrit sur le disque parce qu'il peut y avoir des temps de latence. C'est pareil, c'est un autre truc qui nous a posé des problèmes, donc on a chargé directement le fichier audio. Mais de mémoire, je crois que si vous voulez regarder, c'est le Media Recorder. Voilà, mais c'est pareil, lui il est quand même assez compliqué à utiliser. Par contre, pour le coup, il est assez puissant parce que vous avez directement le flux audio en fait qui sort du micro, et donc vous pouvez même l'analyser à la volée. Ce que nous on va faire après, on compte dessiner la waveform directement à la volée, un peu à la SoundCloud. Donc ça permettra de faire ça entre autres, quoi. Voilà. Donc moi là juste dans mon projet initial, bon hormis le petit XML que j'ai rajouté pour les couleurs et ce genre de détails un peu inutiles, voilà le package qu'on a appelé Waveform ici, ce qui vient de Ringdroid, c'est voilà le package Soundfile avec donc un chip Soundfile comme il l'appelle, et après donc pour chaque type de fichier de quoi parser et de quoi écrire en fait. Voilà. Donc c'est la seule chose qu'on a récupérée, et après en fait nous on a un objet Waveform View dans lequel on a écrit l'algo en fait qui permet de dessiner. On ira le voir tout à l'heure. C'est un peu le bazar puisque c'est ce qui date de la live code et c'est limite lisible, mais on essaiera de parcourir pour expliquer comment on a dessiné voilà depuis les données. Donc voilà, ce qui nous intéresse surtout, alors je vais peut-être ouvrir ça, je ne sais pas si ça parle. Tac. Voilà, en fait c'est des choses comme ça, voilà, c'est ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de samples,
bon, qui s'appelle frame ici. Voilà, c'est le nombre de samples per frame était par Sample, voilà. c'est les échantillons. Ouais, voilà. Ah oui, Français. pardon, en français. Voilà, le nombre de pistes aussi, voilà, si on est en audio, en mono, en stéréo, si on a 3, 4, parce qu'il y a pas vraiment de limite, voilà. C'est à partir de tout ça, en fait, et puis, bah, les listes qu'on récupère, en fait, les tableaux d'octets à partir desquels on va dessiner, puisque, bah, un son, c'est encodé soit sur 8, soit sur 16 bits. Donc, voilà. Ringdroid nous a permis, en fait, d'obtenir des objets qui scannent, et qui, en fait, depuis un fichier physique, transforment en objet Java, quelque chose d'exploitable sur lequel on va pouvoir lire des données. Voilà. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas. Hein, c'est vachement technique, je me doute que ça doit être un peu assommant parce que c'est assez bas niveau, mais du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils sont moches. C'est ce que je disais. Non, là, j'aurais obtenu encore un tout petit truc qui a fait un moment. Ouais, ah oui, oui, oui. Oui, donc. De la waveform, peut-être. Donc le principe pour dessiner donc un son, le waveform, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur notre slide, enfin notre démo, c'est vous avez un son en fait qui est juste une liste d'échantillons. Quand on les relie tous par des points, ça dessine une courbe, c'est le son qui a été échantillonné. Donc on a pris un son qui est discret, puis on l'a en continu, puis on l'a rendu discret. Et après tous ces échantillons là, on pourrait très bien les dessiner, ils ont des valeurs, hein, donc il y a une profondeur, ça peut aller de 16, 8, 16, 24 bits profondeur de son. Et en fonction de ça, vous avez une échelle plus ou moins grande, plus ou moins précise du son qui a été enregistré. Et ce son-là, on va simplement récupérer, en fait, on va le rééchantillonner, tout simplement. On a plein d'échantillons qui sont suffisamment nombreux pour que quand on le fait passer dans un haut-parleur, ça soit un son audible. Mais nous, on veut transformer ça en images qui tiennent sur quelques centaines de pixels, donc évidemment beaucoup moins d'informations, on va perdre de l'information, entre guillemets. Et on va récupérer tous ces échantillons-là, on va compresser en quelque sorte et récupérer les valeurs qui vous intéressent dans ces échantillons et les transformer en pixels, tout simplement. Donc en fonction de la taille de l'image qu'on veut obtenir, on va aller sous-échantillonner ou sur-échantillonner le son qu'on a obtenu. Donc évidemment, si on a un son très 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 court à faire tenir dans une image très large, ça va être entre guillemets pixelisé puisque vous allez avoir ça va pas vraiment être une courbe, mais des valeurs qui vont être répétées plusieurs fois sur l'image. La fréquence d'échantillonnage quand on enregistre, c'est en 44 900 Hz. Mais en fait, du coup c'est pour moi. Et en fait, oui, ça on spécifie en fait à l'enregistrement quand on utilise l'objet Android. Donc, voilà. Et de base, oui, aujourd'hui pour les waves, les CD, etc. C'est la qualité CD en fait. 16 bits 44 900 Hz, c'est la qualité CD. Mais on pourrait mettre moins si on veut. On va attaquer la partie dessin. Est-ce que tout le monde, là ça va être très basique, mais est-ce que tout le monde sait comment on dessine un peu sur Android ou pas? Il y a des gens qui n'ont pas trop d'idées. Bon on va faire vraiment tout bête. C'est tout simple, une vue elle a un canvas, c'est une zone de dessin en fait, et ensuite avec ça, c'est la zone sur laquelle la vue va se dessiner. Donc ensuite vous initialisez des objets, des paints on appelle ça, qui vont permettre de faire des traits, voilà, ou des formes. Et vous allez voir, nous c'est tout super simple, on fait un paint, on lui donne une couleur, on lui donne une taille, et ensuite on dessine une ligne, et puis on dessine d'autres lignes comme ça petit à petit quoi. Avec les coordonnées. Voilà, après on a le canvas, il a une zone, qui lui est attribuée, pour pas qu'il dessine sur les autres vues ou autre chose. Nous on a nos coordonnées du coup dans cette vue et on dessine à certains endroits dans cette vue.
Voilà. Après, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées, on peut faire des groupes de Bézier ou ce genre de choses. Nous, ça va être vraiment très simple, vous allez voir. Il doit y avoir, je crois, 3 lignes vraiment qui dessinent et le gros du truc, c'est de l'algo. Mais dessiner ça, c'est simple. Oui. Bah, juste, c'est trop le bazar. Voilà. La partie qui dessine, en fait, elle est vraiment simple. C'est juste ce que vous voyez là. C'est juste un draw formline. Donc, faut imaginer, en fait, c'est juste un graphique histogramme finalement. Donc, on dessine en fait à chaque fois le diagramme de haut, le diagramme de bas, etc. Et voilà, c'est vraiment tout simple. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de réussir à pondre en fait ce tableau d'entier qui va nous servir à dessiner. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a juste au-dessus. Alors, on va déjà essayer de le faire marcher. J'expliquerai un peu après. Juste ce que j'ai rajouté moi dans l'activity. Donc c'est une webform view, donc ça c'est l'objet que nous on a créé, donc c'est celui qui permet de dessiner. On l'initialise ici, voilà. Une fois qu'on a terminé, qu'on a chargé le fichier son, donc on fait un reset de la waveform, c'est ça qui va la dessiner. Et j'en ai rajouté un petit qui est caché ici, une fois qu'on applique un effet, voilà, pour voir la waveform qui va changer en fait en direct. Oui, du coup, la waveform view, c'est juste un objet qui étend de view. Alors, je sais pas s'il étend directement de view ou de view. Je pense que c'est directement de view. Et simplement, pour dessiner, on surcharge la méthode onDraw, en fait, qui est appelée à chaque fois que l'objet, quand l'objet est modifié, c'est coordonné ce genre de choses, le système, il appelle la méthode onDraw. Et là, c'est à nous de dessiner, et on dessine le truc, et puis il y a juste, voilà. Je pense que tout le reste, on n'y a même pas touché. Voilà, tout se fait dans le onDraw, quoi. Donc, n'importe quelle vue, quelque chose à dessiner, il suffit de surcharger le onDraw et de faire son dessin dedans. On va déjà vérifier que ça marche. Et on verra pour la suite après. Tac. Je te laisse montrer, Germe, avec la tablette. Bonjour. Bah non, parce que le son ça marche pas. Ouais, comme on va piquer l'effet. Attends, vérifie comment ça marche. Attends. Voilà, mais si c'est bien, c'est bien. Non, mais montre-la comme ça, c'est bien. Bah, les gens ils voient quand même. Enfin, vous voyez une waveform quand même. Voilà. Et là normalement si tu appuies sur le bouton effet, elle va se redessiner dans l'autre sens. Voilà. Et tu peux refaire l'effet dans l'autre sens encore si tu veux. Bah si, Jack tout à l'heure il a pas été très compatible. Voilà. Donc il reparse tout et voilà. Donc là maintenant on va pouvoir vous montrer un petit peu l'algo à quoi ça ressemble. Donc la Fab, tu peux parler avec moi si tu as envie de rajouter des choses. Voilà, donc le code il est pas beau, hein. On était fatigué, voilà. Il y a peut-être des erreurs et tout. Enfin bref, l'idée elle est là en tous les cas. Donc ce qu'il y a, c'est que oui, comme disait Fab, on a un nombre de samples, donc un nombre d'échantillons. Finalement, on a un nombre de pixels dans lequel on veut dessiner. Donc en fait, on redimensionne tout simplement. Voilà, on va dire bon bah je vais tout simplement prendre le max sur 10 échantillons pour former un seul pixel. Voilà, par exemple, si on a 100 échantillons sonores et 10 pixels, effectivement, on va prendre 10 échantillons pour former un pixel tout simplement. Voilà. Alors là, on faisait la moyenne des frames à cette époque-là. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux faire un max. Mais bon, l'idée, voilà, c'est la même. Donc en fait, on part du nombre d'échantillons, on réduit, voilà, sachant que comme on veut pas perdre de données et qu'on veut rester sur un multiple et avoir quelque chose de commun, on va forcément se retrouver en fait avec moins d'échantillons que de pixels. Donc en fait, on est obligé de downsampler une première fois. Voilà. Alors, si vous comprenez rien, dites-le, parce que oui, ils font que ça depuis une semaine. Donc ils respirent échantillons, tout ça. Donc si il y a un truc que vous comprenez pas, oui. Ah bah alors c'est l'interface, donc la substrate je sais plus, qui a en fait qui a au-dessus de tous les chips AAC, chip wave en fait. Voilà, c'est le truc tout en haut. Ce qui vient de la librairie Ringdroid en fait. C'est ce qui vient de Ringdroid, voilà, on lui donne, il a des classes, on lui donne, dit tiens, analyse tel fichier, et il crée cet objet, donc chips wave par exemple, qui lui analyse le truc et nous donne directement bah, le nombre de frames, le nombre de machins, le nombre de samples. On peut avoir accès aussi aux valeurs, parce que c'est pas que les nombres, c'est carrément de savoir dans cet échantillon quelle valeur j'ai. Voilà. Donc c'est ce que j'expliquais, tant bien que mal. Donc oui, on avait par exemple une centaine d'échantillons, on veut faire tenir ça sur 10 pixels, on fait notre calcul, on se retrouve forcément avec moins d'échantillons qu'on a de pixels, donc on a downsamplé, mais par exemple on a plus que 8 échantillons pour une dizaine de pixels, et donc là après on est obligé de resampler pour avoir exactement en fait, c'est ce qui est écrit là. Comment? Ah bah là on est preneur, hein. S'il y a des super solutions.
Ouais. Eh ben, je sais pas, parce que peut-être je connais pas. Mais oui, non. Aujourd'hui, en tous les cas, on fait ça, voilà. On downsample et après on resample pour avoir exactement, en fait, une frame par pixel. Et là, à la fin, quand on sort de ça, en fait, on a un joli tableau. Et là, ce tableau-là, après, bah, c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure, en fait. Voilà, c'est tout bête. Après, on fait des draw lines, tout simplement, et on dessine sur le canvas et on se retrouve avec l'histogramme de dessiner. Ouais, bon, allez. Mais finalement, c'est un peu comme redimensionner une image, quoi. On va juste, si on veut une image 2 fois plus petite, bah, en l'occurrence, pour l'image, on va plutôt faire la moyenne de 2 pixels, qu'on va transformer en 1, et là, elle sera 2 fois plus petite. Le problème, c'est quand on va avoir une image qu'on veut, non pas 2 fois plus petite, mais 1,5 fois plus petite. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est là où, donc, on va faire 2 étapes, nous, mais peut-être qu'il y a moyen ce que nous on fait, c'est qu'on va la réduire, par exemple, à 2 fois plus petite. Et ensuite, on va la réétaler sur la dimension finale. Voilà. Bon, sachant que la deuxième opération, elle est pas très coûteuse non plus, hein, ça va. Mais bon. Alors, en fait, quand ils font un part, c'est ça qu'ils appellent ça chips on file. C'est en fait quand ils récupèrent les fichiers, ils font déjà quelque chose où en fait ils découpent déjà et ils downsample déjà pour pas que ce soit trop lourd en mémoire quand on utilise des objets. Donc en fait, le wave que lui il a lu, il n'y a pas tous les samples, on a que une dizaine de samples, je sais plus c'est quoi les chiffres. Dans tous les cas, oui, il a déjà downsamplé pour nous. Donc nous après on re-downsample. Donc quand nous ce qu'on fait là aujourd'hui c'est pas du tout coûteux parce que finalement l'objet qu'on manipule il est déjà léger, finalement, il est pas énorme en termes de taille. C'est quand même coûteux, ça rame. Il faut l'optimiser, mais c'est le gros de l'algo, c'est ça. Mais voilà, après il faut l'optimiser. Faut pas le faire à chaque fois, je pense. Voilà. Bah, est-ce que vous avez des questions maintenant? Il reste beaucoup de Samsung développeurs. Alors aujourd'hui, ce que nous on a fait donc dans Echo, bon là on peut pas vous montrer aujourd'hui, mais on peut donc ajouter un effet, supprimer le dernier effet et éventuellement supprimer tous les effets. Voilà, on garde qu'un effet en fait en mémoire. C'est-à-dire que pour chaque piste son, finalement, il y a que 3 fichiers qu'on garde derrière. On est capable d'annuler une fausse manip en fait, ou de revenir à l'enregistrement initial. Voilà. Si par exemple le reverb il est vraiment moche, on peut l'annuler, revenir et on garde le travail qu'on avait déjà fait. Ou alors si vous êtes bon, vous pouvez rappliquer le reverse, comme ça revient. Alors, comme j'ai dit, la partie qu'on a là, c'est juste le début, c'est histoire d'avoir quand même quelque chose à montrer. Après, la webform, on va méchamment la customiser en fonction du son. Par exemple, en fonction de l'amplitude, on va peut-être changer la manière dont c'est dessiné. Enfin, on va vraiment la customiser. Et de toute façon, à terme, l'idée, c'est qu'on abandonne complètement la webform et qu'on fasse un truc à partir de formes géométriques, une forme qui, voilà, ça identifie l'amplitude, une autre forme qui identifie le rythme, une autre forme qui identifie le truc, quoi. Mais ça, c'est la première étape. Disons que l'objectif, c'est de pouvoir, en voyant juste une image fixe, non animée, identifier le type de, voilà, c'est un challenge, mais c'est ce qu'on, voilà, c'est ce qu'on aimerait faire. On commence petit, mais on vise grand, quoi. On a vu un peu. Voilà, ouais, non, c'est super intéressant. Après, bon. C'est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah en fait, tout ce qu'on voit là, c'est l'héritage de la live code en fait qui a été voilà, fait rapidement. Tout ce qu'on voit dans Stipin File, etc. Bah nous on est en train de recoder en fait tout ça. Voilà, on est en train de refaire toute l'archi audio. Et donc en fait voilà, nous on a notre propre fichier. Parce que donc ça marche, c'est vraiment pas mal. Par contre il y a quand même des erreurs. Les headers en wave ils sont pas bien écrits quand vous générez les fichiers. Quand vous parsez de temps en temps il y a des choses qui ratent. Donc ouais, ça marche bien pour faire un truc vite. Après, si vous voulez faire un truc super carré, ouais, il y a quand même. C'est pas un hasard si les classes s'appellent Chip Sound File. Voilà. On les a récupérées, elles font un truc vite fait qui marche à peu près, quoi. Si l'appli marche pas du tout, oui, pourquoi pas. Mais au début, c'est des parties. Ça peut, non, mais les concepts, ça peut être intéressant.
Ah mais enfin l'architecture c'est la même, les concepts sont les mêmes, c'est juste que par contre nous on a recodé toutes ces classes, voilà. C'est plus du bas niveau, c'est plus technique. On va essayer de faire une waveform pas trop pixelisée, qui est bien calculée, etc. Attends, je vais te montrer un truc pour que ça parle des fichiers peut-être. qui soient lisibles sur PC enfin qui marchent quoi tout le temps. Voilà, typiquement ça c'est pour écrire un header en fait en Wave, et il y a pas mal de cas qui sont pas gérés, voilà, en plus faut écrire en Little Indian à l'envers, il y a des trucs qui sont un peu buggy. Alors ça va dépendre des lecteurs en fait, mais du coup en gros les headers qui sont gérés en Wave, ils sont pas forcément bons, et dépendant du lecteur que vous avez utilisé, votre son quand vous allez lire en double-cliquant sur Windows ou quoi, des fois il va pas forcément bien se lire. Donc c'est ce genre de détails, voilà. Voilà, oui, enfin l'architecture est vraiment la même. Voilà. La durée du son, c'est-à-dire... C'est une question technique ou politique du coup, quelle durée on va choisir ou quelle... Oui, c'est fait. Ah bah, elle peut être plus ou moins étalée, mais c'est toujours la même waveform. Là, c'est surtout le son. Actuellement, la waveform, c'est la waveform de tout le son. C'est ça, ouais. Ça peut aller d'une conversation d'une phrase de 10 secondes à un son de 2 minutes, en fait. L'algo, pour nous, c'est le même, voilà. Donc, mais effectivement, enfin, si ce que vous voulez dire, c'est sur un son de 10 minutes, ça va être beaucoup plus petit, donc effectivement, on va perdre beaucoup de variations et on risque de voir, en fait, une grosse patate, pas intéressante à lire du tout. C'est ce que fait d'ailleurs beaucoup de, enfin, SoundCloud, on voit généralement tous les sons, ils ont un peu la même waveform, voilà. Plus le son, il est long, moins c'est intéressant de voir une waveform. Exactement. Déjà, on a limité on compte limiter la durée, même si l'algorithme. Oui, voilà, nous, Echo, c'est que des sons de 20 secondes maximum. Donc, déjà, nous, ce problème, on y échappe un petit peu parce que sur 20 secondes, on a quand même une waveform intéressante. Si quelqu'un fait une grosse basse avec une grosse amplitude, ou si quelqu'un chante avec un rythme, ça suffit, en fait, on arrive à tout voir. Voilà. Mais effectivement, si jamais quelqu'un veut enregistrer un son plus long, ce qu'on fait là, c'est pas forcément intéressant, voilà. D'accord. Ben, on n'a pas de problème de RAM en l'occurrence parce qu'on lit techniquement. Oui. C'est pas la mémoire. Ouais. Ah oui, j'ai compris RAM, la mémoire RAM. Désolé. Alors là, on vous a pas fait de démo, mais en fait, l'idée du truc, là où beaucoup de gens vont s'amuser avec, surtout pour les créatifs, c'est de superposer des pistes en fait et de faire un peu du beatbox où on enregistre 3 sons qui se superposent. Et du coup, 20 secondes, c'est le minimum pour faire un truc chouette. Si on fait trop court, après on n'aura pas le temps de mettre un truc vraiment marrant, au moins pour l'aspect créatif. Après, je suis d'accord que pour tous les autres sons, 20 secondes c'est peut-être un peu trop long, mais comme ce qu'on vise, c'est quand même plutôt les créatifs, finalement 20 secondes, voilà. Bon, on a fait pas mal de tests. Bon, après, ça va peut-être changer, hein. Mais aujourd'hui, on est parti sur ça. Après, je sais pas si dans le temps, on va changer de point de vue. Mais cette durée-là, effectivement, c'est totalement politique. Enfin, faut bien y réfléchir, comme tu dis, parce que de 6 secondes à 15 secondes à 20 secondes, c'est plus du tout le même public, c'est plus du tout, voilà, donc effectivement, ça, voilà. Alors après, à noter que, voilà, on autorise jusqu'à 20 secondes, mais on n'empêche pas les gens de faire un son qui dure que 5 secondes, hein, même 2, donc, voilà. Bah voilà, là on a mis en place l'archi audio, c'est les prochaines étapes qui nous attendent dans les semaines à venir, c'est que là voilà, on va essayer de commencer à travailler. J'entends que monsieur a beaucoup de petites infos sur le sujet, donc voilà. On a vu déjà avec Sox, il y a des options qui permettent de récupérer des statistiques
Donc déjà on va récupérer tout ça. Et puis après, s'il y a d'autres librairies en Java, etc., qui nous permettent de vraiment récupérer les tempos, pour définir, voilà, pour récupérer un tempo, une tonalité moyenne ou une liste de notes, je sais, on sait pas encore, on n'a même pas encore regardé. C'est que de la voix ou voilà, ce genre de choses. Exactement. Voilà, donc on va bientôt commencer cette partie-là. C'est ça. Alors, la question pour ceux du fond, c'est la partie base de données, comment ça marche, on publie sur Facebook. Nous on a notre propre serveur, on a tout développé, donc les sons ils vont chez nous, les webforms vont chez nous. Après, il y aura la possibilité de partager un lien vers Facebook ou un truc comme ça, mais tout est chez nous. Ouais. Une base de données, elle est chez nous. On stocke les MP3 sur notre serveur, on stocke les webforms qui sont actuellement générés par Android sur notre serveur. Peut-être qu'à terme, par exemple, les webforms sont générés sur le serveur, mais actuellement tout est généré sur le téléphone, on stocke sur le serveur et ensuite on renvoie aux autres clients, quoi. Alors, celui qui actuellement, s'il y a 1 million d'internautes demain, non. Bah, c'est fini et on enterre. Non, ça, là, on le, non, on a quand même un vrai serveur actuellement. Mais, la partie de dimensionnement, on va s'en occuper après, on va commencer à y réfléchir. Pour rentrer dans les détails, on va peut-être étudier les parties plus Amazon. Par exemple, le cloud d'Amazon, pour commencer. Justement, comme on sait pas trop si ça va marcher ou pas, peut-être commencer sur le cloud d'Amazon. Ça coûte rien quand il n'y a pas d'utilisateur, en gros, quasiment, quoi. Et comme ça, si du jour au lendemain, on se retrouve avec, comme tu dis, 1 million d'utilisateurs, bah c'est bon, c'est pas grave, on augmente le nombre d'instances et on paye, en attendant d'avoir des vrais serveurs, mais on partira sûrement là-dessus au début. Ah bah après, ça c'est encore tout un autre truc. S'il y a 1 million d'utilisateurs, je pense qu'il y aura un business plan derrière. S'il y a 100 000 utilisateurs, on a aussi des petites idées. Là pour l'instant on le fait surtout pour le plaisir, parce que on aime ça, et on va voir si ça marche, si ça plaît à des gens déjà, si ça intéresse des gens. On va essayer d'en faire parler un petit peu. Et après, en fonction des gens que ça intéressera, parce que ça se trouve, nous on vise une catégorie, mais ça se trouve c'est complètement une autre catégorie qui va l'utiliser. On sait pas. Et en fonction de ça, là on commencera à réfléchir plus sérieusement. Mais on a déjà quelques idées à droite à gauche. Attends, il y en a un dans le fond qui... Oui. Alors, du temps réel et de la géoloc à quel niveau? C'est-à-dire le son... Tu veux dire par exemple pouvoir savoir tous les échos qui ont été créés dans ta zone géographique ces dernières 10 minutes, c'est ça? C'est envoyer... Faire du live en fait. Ah oui. Alors c'est pas du tout envisagé pour l'instant, non. Ouais, pour l'instant je pense que techniquement oui ça serait faisable, mais c'est juste ça serait beaucoup plus compliqué je pense. Et puis alors là en plus il va nous falloir des sacrés serveurs. Mais non, pour l'instant on est plus sur quelque chose d'assez classique, genre Vine ou Instagram quoi. On fait un truc fini, on l'envoie et les autres le commentent, les autres le partagent. On n'en est pas encore dans l'idée de faire des trucs en live. Oui, ça, pourquoi pas, j'avais pensé aussi, ça peut être intéressant pour les trouver encore une fois. Typiquement, quand il y a un concert, on sait à peu près où était le concert, c'est peut-être plus facile de trouver des sons des gens ont enregistré des trucs pendant ce concert, en mettant la zone, par exemple. Mais ouais, ce sont des trucs qu'on y a pensé, c'est pas compliqué pour attacher des coordonnées à un son, c'est pas compliqué. D'un son fini, tu veux dire? Tu prends un son fini et tu extrais la voix. Ouais. Pour le coup, on va commencer à y réfléchir en fait, voilà. Si tu sais faire, ça nous intéresse. Effectivement, le but, c'était la question de monsieur ici, c'est d'arriver effectivement peut-être à récupérer des informations sur le son, effectivement un tempo, identifier si c'est de la voix uniquement ou si c'est de la musique, en fonction des fréquences, etc., de divers paramètres. Effectivement, le but c'est de pouvoir identifier tout ça le plus facilement possible, de façon automatisée. Mais c'est pas chose aisée, effectivement, donc.
D'accord. En plus, une voix chantée, une voix parlée va pas du tout être la même en plus. Donc, c'est assez complexe. Ouais. Ben non, même pas. On Non. a fini. Sinon, peut-être ce que je peux vous proposer, c'est que vous finissez les 10 minutes et on continue peut-être sur les questions. Allez-y. Reconnaître une musique. Ah bah oui, j'imagine qu'il y a des trucs. Après, des API. Non, c'est pas vraiment intéressant à ça. On propose pas un truc fermé, mais autosuffisant quand même. On essaie de faire des trucs web, même sans s'appuyer sur d'autres services aussi. je vais changer. Pendant que je me prépare. Alors que nous, c'est des trucs. Ce qu'on vous a pas montré là, malheureusement, bon, comme on est en train de refaire l'archi, on peut pas tout vous montrer, parce que là ça marche pas, en fait, puisqu'on code chacun dans notre coin. Mais une chose dont on vous a pas parlé, c'est que quand on publie un écho, on a enregistré 3 tracks et elles se superposent. J'ai un poum cheat, je chante par dessus. Après je publie l'écho, et n'importe qui peut prendre l'écho et l'éditer en fait. Du coup, vous pouvez rajouter votre voix sur le son de quelqu'un d'autre qui a mis un beat, qui a mis un son, ou vous pouvez carrément supprimer si vous aimez pas sa voix, vous voulez mettre juste la vôtre à la place, et après vous republiez l'écho. Voilà. Donc l'idée c'est que on peut enregistrer tout. À la base ça doit rester simple. Je vais enregistrer des extraits d'OSS 117, juste une phrase comme ça dans la catégorie cinéma, je mets plein de phrases comme ça, un extrait d'un album d'un chanteur, le son d'une voiture de course que j'aime bien. Voilà, beaucoup de gens publient comme ça. Mais à côté il y a la rubrique musique qui là est destinée un peu plus aux gens créatifs qui justement vont vouloir mixer, etc. Et sur la page hot quand on arrive, je pense que la majorité des sons qu'on verra, ce sera justement des sons créatifs comme ça. C'est un des effets, je pense. C'est voilà. Aujourd'hui, on va offrir la possibilité dans cette première version de les enregistrer. Là, on est en train de se poser la question justement, est-ce qu'on propose pas des effets avec déjà des pistes, voilà, 20 secondes d'un extrait ou 20 secondes d'un sample ou d'un beat déjà fait. Voilà. Donc bon, on réfléchit à tout ça, mais effectivement, c'est les idées qu'on a en ce moment. Alors, c'est l'autre question. Ça va être le droit d'auteur. On est aussi en train de regarder qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Déjà, à qui vont appartenir les sons après, à eux, à nous. Hein Ben, voilà. C'est ça aussi. On l'a dans un coin de notre tête. Pourcentage de l'œuvre. Et on l'étudie aussi. Donc ouais. Parce qu'on sait que c'est le truc qui va nous tomber dessus dès qu'on commencera à voir un peu de monde. Donc c'est un truc qu'on a dans un coin de la tête. Alors non, c'est bon. Je vais vous montrer du coup le code, mais je vais pas le lancer parce que ça marchera pas, parce qu'il faut que je nettoie plein de trucs pour que ça remarche. Ah non, mais je sais ce que c'est. Alors bon, en gros, pour expliquer, j'utilise Android Annotation, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un truc qui simplifie vachement le développement Android. Par exemple, plutôt que de faire des find view pour récupérer ses vues dans une vue, on annote, on met une annotation genre... hop. C'est pas ça. Je vais plus aller dans les... Voilà. Et voilà. Et lui, au moment où il lance le fragment, il me bind automatiquement cette vue sur cette variable. Bon, le problème c'est que ça marche. Il y a un précompilateur qui crée d'autres classes. Bon, c'est un peu compliqué. Et donc sous Eclipse, il fait un peu n'importe quoi. Donc je pourrais pas vous le montrer. Mais j'ai le code et je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais faire. Je pourrais pas le lancer en live. Donc alors nous, comme je vous ai montré, alors ça a plus rien à voir avec le son. Hein, ça va... Je vous préviens. Voilà, on propose aux gens d'utiliser soit de se créer un compte chez nous, soit d'utiliser les comptes qu'ils ont déjà, donc chez Google+, chez Twitter ou chez Facebook. Donc il y a deux solutions. La solution qui vient tout de suite à l'esprit pour faire ça, c'est d'aller chercher les SDK de Google+, les SDK de Twitter, il y en a pas en fait, et les SDK de Facebook, et puis de les mettre dans son application, et puis de récupérer, faire toute la partie authentification soi-même. C'est long, c'est compliqué. Ça fait, je sais plus où est-ce que c'est, fragment.
Voilà, donc là, juste pour gérer Twitter et Google Plus dans la même classe, ça fait déjà presque 500 lignes, et je gère même pas Facebook, et il y a plein de cas d'erreurs particuliers qu'on gère pas. En plus, par exemple, pour Twitter, il n'y a pas de, vous savez pas de SDK, une librairie que vous pouvez importer. Quand vous lancez Twitter, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait, si vous voulez vous loguer avec Twitter, ça ouvre carrément Twitter dans le navigateur, vous vous loguez dans Twitter, quand vous faites OK, ça doit renvoyer, ça renvoie un token, donc il faut enregistrer votre appli pour qu'elle reçoive un schéma particulier et que ça revienne au bon endroit dans l'appli pour récupérer le token et l'enregistrer et refaire une requête vers Twitter, enfin, c'est compliqué. Donc, bon ça je vais pas vous le montrer parce que ça serait trop long et puis en plus il y a plein de tutos qui font ça sur internet. Par contre en fait, à BeMyApp on nous avait parlé d'un outil, donc un service de Microsoft qui s'appelle Azure Mobile Services, qui, alors je sais pas si vous connaissez Parse, s'il y a des gens qui connaissent Parse ici. Non, personne. Une personne. Alors Parse c'est un peu pour simplifier la vie, c'est-à-dire plutôt que d'avoir à recoder vous-même un serveur pour gérer les utilisateurs, pour gérer une base de données, pour synchroniser. Par exemple, l'exemple de base qu'on prend tout le temps, qui sont remplis par Azure Mobile Services et Parse, si vous voulez faire une to-do list Android, et puis le gars il ajoute des tâches, des to-do sur son téléphone, et puis quand il lance sa tablette, vous voulez qu'il récupère tout de suite les tâches, quoi. Donc là, en temps normal, si vous voulez faire ça, la seule solution c'est de vous connaissez un serveur, vous envoyez les tâches à votre serveur et le serveur les renvoie à l'autre client, quoi. Parse et Azure Mobile Services, du coup, ils vous proposent un truc clé en main, une base de données qui est directement sur leur serveur, ils gèrent des utilisateurs sur leur serveur, puis vous faites des requêtes sur leur serveur pour dire tiens, voilà ma to-do, vous créez vos tables sur leur serveur, voilà ma to-do, et puis vous les récupérez dans le client. Et du coup, vous n'avez pas du tout de serveur à faire en fait. Ça vous simplifie grandement la vie. Et pour la partie, et du coup, avec les API REST, P-A-R-S-E, ouais. Comme c'est ce qui a été racheté par Facebook récemment. Ouais. Facebook ils l'ont racheté. Ils le font tous un peu maintenant. Je sais plus. Non, c'est pas des Français, ils sont à San Francisco. J'avais regardé, ils ont des super bureaux. Dropbox le fait aussi maintenant. Ils ont déjà Dropbox depuis un moment. Ils ont déjà un truc qui pour synchroniser des fichiers vachement facilement. C'est-à-dire que même si vous êtes offline, vous dites pousse-moi ça sur mon Dropbox. Si l'offline, il le met dans un coin et puis quand vous reprenez la connexion, il le renvoie vers le serveur. Et depuis quelques mois, ils font la même chose pour une base de données en fait. S'il y a des gens qui font de l'iOS, c'est un peu comme iCloud, c'est pareil, l'idée c'est d'avoir toutes les données de votre application directement dans le cloud et pouvoir les récupérer de n'importe quelle autre application. Donc ça c'est le gros truc. Et ce que propose Azure Mobile Services, en plus, c'est de prendre en charge toute la partie sur mon PC. Qu'est-ce que c'est ? Donc ce que propose Azure, en plus de faire toute la partie base de données, c'est de gérer la partie authentification, c'est-à-dire permettre à vos utilisateurs en une ligne de code de s'authentifier avec leur compte Facebook, Google+, Twitter et du coup Live. Alors, je pense que il y a plusieurs personnes qui ont déjà entendu parler d'Azure. Je vais en reparler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Azure, c'est un peu comme le cloud d'Amazon, mais version Microsoft. Donc c'est pareil, ils vous proposent une infrastructure où vous mettez votre applicatif, quoi, et puis vous pouvez le dimensionner à volonté, quoi. Vous dites si vous avez besoin d'une instance, 10 instances, pareil, vous mettez vos bases de données dedans. Enfin, le gros business d'Azure, enfin, si vous avez besoin de plus de détails, il y a Pierre qui est là et qui bosse là-dedans, qui bosse là-dessus chez Microsoft. C'est ça, quoi. Et donc ils ont une petite partie qui est autour des services mobiles que je connaissais pas du tout, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc c'est services mobiles, voilà. Donc en fait vous créez un compte Azure en fait. Vous créez ensuite, vous dites que vous voulez créer une application. Je vais faire, voilà. Vous mettez ce que vous voulez. BeMyApp test, voilà. Voilà. Région, bon, ça on s'en fiche. Là. Base de données. Ah oui, j'en ai déjà une. Donc là, c'est SQL valide. Ah. Bon, bah alors, je vais reprendre ce que j'ai déjà, en fait. Donc, vous dites que vous créez un nouveau service, donc nous, on l'a appelé Echo. Donc, alors, il y a plein de données, vous pouvez, donc, voilà, vous pouvez y créer des tables, par exemple. Donc là, c'est une base de données, hein. Vous créez une table, vous créez une autre table,
Vous pouvez aussi créer des, donc si j'ai bien compris, c'est des API, des endpoints, pour pouvoir, voilà, qu'on appelle depuis le téléphone pour communiquer directement avec ce truc-là. Et donc il y a toute une partie en fait, donc identité, où là en fait, bah alors pour se connecter, pour pouvoir utiliser en tant que développeur, pouvoir permettre à vos utilisateurs de se connecter à Facebook, Twitter et tout ça, vous créez un compte développeur chez Facebook, Twitter, Google+. Ils vont vous donner une clé, souvent, et enfin 2 clés. Donc ces clés, vous les prenez, vous les renseignez dans les champs ici, là, dans l'identité. Il y en a 2 pour chaque, c'est tout simple. Une fois que vous avez ça, vous retournez sur votre tableau de bord. Là, vous notez que, voilà, il vous donne une URL. Vous avez une URL là. Et quand vous allez sur la page d'accueil, vous faites se connecter à une application Android existence, par exemple. Il vous donne un bout de code à copier-coller direct dans votre application, avec la clé qu'il faut. Et donc, je vais vous montrer vite fait comment ça ressemble au final. Voilà, donc je sais pas si vous vous rappelez un peu la tronche qu'avait ma classe d'avant. Ça, c'est la version avec Azure qui fait exactement la même chose. Donc il n'y a rien du tout en fait. Vous créez un client Azure, donc avec la clé qu'on vous a donnée et avec l'URL qu'on vous a renseigné. Si vous voulez vous connecter avec connecter l'utilisateur avec Google+, bah, sur le client Azure, vous venez de créer, vous appelez login, vous donnez le type de compte, vous donnez une callback et c'est tout. Et en gros, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc là c'était un truc de test. Ça marche, hein, ça le fait toujours un peu au début, je sais pas pourquoi, mais ça marche, voilà. Donc là c'est, alors moi j'ai rien fait du tout, hein, c'est le client de, ah oui, pardon, il y a une petite lib, donc Mobile Services vous propose une petite lib, donc le SDK que vous importez dans votre projet Android, vous le mettez, donc après vous avez accès à ces objets-là dont je vous ai parlé. Donc là c'est cette lib qui s'occupe de m'afficher cette page, de me demander mon compte Google. Voilà, vous avez tous vu mon mot de passe, donc je vais pouvoir le changer. C'est vrai que et en plus il marche pas de bol. Mettez pas la vidéo en ligne trop vite. Un compte Twitter pourri. Non mais je crois que j'ai un compte Twitter pourri, je m'en fous. Bon, du coup je vais pas vous montrer parce que je vous fais pas confiance. Non, c'est le même mot de passe partout. Donc en gros, non, de toute façon vous faites ça, vous cliquez sur OK, et là pareil, l'API, le SDK de Azure, il s'occupe d'aller faire les échanges avec les serveurs de Google, des trucs que normalement vous avez à faire vous-même. Et à la fin, il revient dans ma méthode et il me dit c'est bon, il me donne un user, et puis voilà, c'est bon, il est authentifié. Donc l'avantage, c'est que bon, déjà, vous prenez pas la tête parce que quand vous faites par exemple pour Google+, il faut lui demander déjà, il faut gérer vous-même, il faut lui demander quel compte Google+, il veut utiliser s'il en a plusieurs d'inscrits sur son téléphone. Ensuite, faut gérer les permissions, il va vous donner certaines permissions, donc c'est à vous de gérer qui vous a bien donné les permissions, qui vous les a pas donné ou pas, pour savoir si ça fait une erreur ou pas. Tout ça, c'est des requêtes à faire au serveur de Google. Donc à chaque fois, à chaque étape, il peut y avoir un problème. Ça fait vraiment beaucoup de trucs à gérer, beaucoup de cas différents. Là, Azure s'en charge et en une ligne c'est fait. Et à la fin vous savez que ce type-là il a un compte chez Google+, donc a priori il a un vrai compte, un compte qui a été validé, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête s'il perd son mot de passe, vous n'avez pas besoin de vous demander si c'est un bot ou quoi que ce soit, voilà, il est fait. Donc voilà. Et ben vous demanderez à Pierre ici, qui vous les donnera en détail. Donc, c'est super simple. Alors, du coup, je vous ai dit que nous, on l'avait pas utilisé. Pourquoi? C'est parce que là, vous savez qu'il y a un utilisateur qui s'est connecté avec son compte Twitter, Facebook. Vous savez que c'est un compte valide. Et par contre, vous recevez pas les infos de ce compte. Et nous, dans Echo, ce qu'on veut, c'est, si on vous propose de se connecter avec son compte, c'est pour récupérer notamment son avatar, récupérer son nom, récupérer son email, et ensuite pouvoir poster facilement des trucs sur son compte Google+, Twitter. Là, vous avez pas ça. Parce que je pense, de toute façon, c'est pas fait pour ça.
C'est pas fait pour aller si loin dans l'intégration avec ces services-là. C'est juste fait pour fournir à des applications un moyen de s'authentifier facilement. En plus, après, vous pouvez rattacher ces utilisateurs-là à votre base de données et dire alors tel type d'utilisateur il a accès à telle table. Donc ça simplifie vraiment quoi. Si vous faites vraiment des trucs genre to-do list, des petits produits comme ça, c'est super pratique. Voilà, c'était pour ça que je voulais en parler parce que ça peut intéresser. Et, je sais que voilà, parce que nous, du coup, aussi, dans Echo, on propose la création d'un compte, si jamais vous n'avez pas de compte Twitter, Facebook, et ça vient avec tout un tas de complications. Donc, tout bêtement, déjà, il faut stocker l'utilisateur, puis après, il faut stocker ses mots de passe de manière sécurisée, il faut pouvoir gérer si le gars, il a perdu son mot de passe, et puis, tout simplement, le jour où vous faites hacker et que un mec vous vole le mot de passe, bah, c'est sur vous que ça retombe, quoi. Là, ça retombera sur Microsoft. Même pas, parce qu'en plus, il passe par Google. Donc voilà. Alors vous récupérez un ID, je pense, c'est même pas l'ID du utilisateur sur Google Plus ou sur Twitter, c'est un ID fourni par Microsoft. Par contre, qui va vous permettre de, s'il se connecte avec une autre application, il aura le même ID. Donc, il va vous permettre de l'identifier à travers toutes vos applications, quoi. C'est un numéro, quoi. Ouais. La nature du compte, tu la donnes là. En fait, la méthode, c'est la même pour tous les types de comptes. Le seul truc qui change, c'est le paramètre, justement, tu lui dis si c'est un compte Facebook, Google, Microsoft, Twitter. Voilà. Après, c'est la même méthode, tu reçois le même objet à la fin, donc c'est le seul truc qui change, et après, tu t'occupes plus de l'authentification dans ton projet. C'est quand même vachement pratique. S'il y a d'autres questions. Bah, du coup, voilà. On a fini sur la démo, donc s'il y a d'autres questions là-dessus, ou sur la partie sonore encore, oui. C'est ce que je demandais à Pierre, justement. Du coup, j'avais regardé un peu Parse pour la partie authentification. J'avais jamais regardé avant l'authentification. Je m'étais intéressé à la partie synchro de fichiers ou de données. Parse, ils sont un peu entre les deux, j'ai l'impression. Il y a besoin du SDK Facebook, par exemple, ce genre de choses. Mais par contre, ils proposent des outils pour simplifier un peu la gestion de l'utilisateur après. Mais ils se reposent quand même sur les outils de Facebook, les librairies de... Oui, en plus, maintenant, ils sont chez Facebook. Donc, ils se reposent même plus dessus. Ils sont Facebook. Mais pour Google, pour Twitter et pour Facebook, ils utilisent quand même leurs outils à eux. Des filtres, ce genre de choses. Bah voilà, ça fait partie encore des trucs. On sait dans un coin de la tête et c'est des trucs qu'on étudie petit à petit, qu'on regarde, on se renseigne, on commence à trouver des gens qui s'y connaissent un peu. Mais ouais, c'est. Bah, mais clairement depuis 10 ans, avec tous les services à la YouTube et tout ça, on voit clairement que, enfin, tout le temps, il y a peut-être pas forcément des procès, mais les maisons de disques ou les maisons des studios de cinéma qui posent des problèmes. Donc maintenant, ouais, on sait. Avant même de lancer l'appli, on aura regardé ce qu'on peut faire avec. Qu'est-ce qu'on risque.
exactement ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment. Après, ce qui nous gêne dans la génération d'un GIF, c'est qu'on veut pas tomber dans le visualisateur finalement Windows Media Player voilà, original, parce que ce qui va être casse-pied, c'est si on doit attendre 20 secondes pour regarder la petite vidéo pour avoir une idée du son, c'est pas intéressant. Donc ça sera plutôt une image fixe et l'image va bouger. Voilà. Mais exactement. Clairement, ça fait partie de piste. Voilà, bah, le cercle, c'était le bon exemple. Si on sait qu'il y a un rythme constant, enfin, à peu près constant sur le son, qui fait ça, bah, on peut très bien juste mettre un cercle qui va faire ça en continu. Voilà. Ah bah c'est dans ces lois qu'on va se diriger, parce qu'on sait très bien que juste la webform ça fait typiquement SoundCloud et qu'on va pas s'en sortir longtemps si on fait juste une webform, quoi. Mais vraiment, en fait, à la toute base, l'idée pour le Be My App, c'était ça. On savait qu'on le ferait pas tout de suite, mais on savait qu'on voulait essayer carrément d'essayer de créer un langage visuel autour qui représente un son, quoi. C'est vraiment le truc dans lequel on va tendre. Je sais pas à quelle vitesse on va y arriver, mais à la fin, on ne pourra dire qu'on a réussi si on a réussi à faire ça, quoi. Faut trouver des matheux, des experts, des ingénieurs son, et puis un designer ou un truc comme ça, on les met dans une pièce, on va les nourrir pendant un week-end et on va nous prendre un truc. Eh bah. Alors, parce que alors, on a un fort background Java. Voilà, le point commun de tous, c'est du Java. Et ensuite, alors, bon, Fabien fait pas de mobile, Richard il en fait un petit peu maintenant, il fait de l'Android. Moi je fais de l'Android et de l'iOS, et l'autre développeur qui est là, il fait surtout de l'Android. Donc du coup, en fait, le point commun le plus simple, c'était vraiment de faire de l'Android, quoi. Voilà, on était plus à l'aise, sinon de l'iOS, bah, il y avait que moi qui savais le faire. Mais à terme, évidemment, si l'appli marche, on va faire une déclinaison iOS. Ouais. Ah, c'était la question de tout à l'heure, ce que je disais, déjà ça va dépendre de comment elle marche. Si ça marche un tout petit peu ou si ça marche beaucoup. Ça peut juste être vendre des petits effets à la con comme on voit souvent, quoi, faire du freemium, quoi. Ou ça peut être carrément, si ça marche, c'est le délire, faire des partenariats ou genre de trucs. Ça va dépendre du succès, puis ça va dépendre aussi des gens que ça intéresse, comme j'ai dit. Si au final l'appli, il y a que le Pékin moyen qui s'en sert pour, je vais donner vraiment l'exemple le plus con, mais pour enregistrer son prout et le poster à ses amis, quoi. Bon bah là il y aura peut-être pas beaucoup moyen de le monétiser. Mais si par contre il y a des mecs un peu créatifs qui s'amusent avec, là par contre ça pourrait être plus intéressant. Mais voilà, il faut d'abord qu'on juge le public en fait. L'appli ça s'appelle Echo. Echo. Ouais, c'est ça en fait le. Voilà. Là par exemple j'enregistre un son, donc pour l'instant il n'y a pas de webform dessinée en live, mais en plus ça n'a pas marché sur l'émulateur, mais c'est histoire que tout le monde voit. On enregistre un premier son. Normalement il y aura une webform, hein, évidemment. On pourra y coller des effets dessus. On peut en enregistrer ensuite un autre. Donc par exemple vous faites un rythme dans le premier, vous faites une voix dans le deuxième. On peut recoller des effets dessus. On peut recoller des effets dessus. On peut, si ça va pas, on la supprime, on en met une autre, et à la fin on peut jouer chaque track. On peut jouer toutes les tracks pour voir. Un peu comme une loop station presque. Voilà, après que ça boucle pas, quoi. On n'ira jamais sur la loop station. L'idée c'est pas de faire un truc de dingue, quoi. Il faut que ça reste, faut que l'utilisateur moyen il puisse cliquer sur un bouton, dire c'est bon ça me va et l'envoyer, quoi. Après pour les mecs qui sont un peu plus créatifs, on veut faire quand même un peu comme Vine. Vine, si vous voulez juste mettre une vidéo de votre chat qui tombe du canapé, vous laissez le doigt appuyé, vous la postez, c'est fini. Si vous êtes un peu plus créatif, vous allez mettre sur pause, vous allez changer, vous allez refaire une vidéo. C'est simple, mais vous pouvez faire un truc un peu poussé, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est un truc qu'on est en train de se poser, justement, la durée du son, parce que ça pourrait pas avoir un compte premium, on pourrait poster plus longtemps, voilà, c'est exactement le genre de truc auquel on pense. On a pensé à tout, mais on a rien décidé. Voilà, c'est exactement ça. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi un truc qu'on veut vraiment garder à l'esprit,
on veut pas que ça soit étouffant, on veut pas que ça fasse peur. Alors au début on était parti dans tous les sens, on peut découper la track direct loop station, on peut boucler, etc. Et après on s'est dit purée, s'il y a trop d'effets, ça risque de faire peur. Donc faut qu'on réussisse à faire en sorte que tout ce qu'on rajoute et soit complexe soit vraiment visible, en tous les cas saute pas au premier plan, et pour les gens qui ont vraiment envie de rentrer dans le détail, ça offrira peut-être d'autres menus secondaires qui apparaîtront, où là on pourra voilà boucler, décider de mettre un silence entre chaque boucle si on veut, enfin il y a plein de trucs, voilà. Et donc voilà, tout ça c'est à l'étude, mais en tous les cas pour l'instant, pour la première version, on veut pas de trucs compliqués, on veut que ça soit simple. Voilà. Notre modèle quand même actuellement, enfin, on essaye de tout le temps vers ça, c'est plus Vine et Instagram que la Loop Station avec des effets dans tous les sens et pouvoir cutter ses pistes. S'il y a quelqu'un qui sait faire ça dans la salle, on est preneur, parce que non, on commence à regarder ça et ça a l'air d'être compliqué. Et aujourd'hui, je sais même pas si le recorder d'Android, en fait, enfin pas le recorder, mais le player va nous permettre de faire ça. Voilà. Voilà. En fait, c'est Par contre, il y a des contraintes de s'enregistrer soi-même, etc. En fait, le truc qu'il y a, c'est que quand on record, on sait où on en est, et après le tout, c'est de lire avec le player et de rattraper en fait au niveau du buffer si on est en retard ou si on avance, quitte à sauter quelques frames pour toujours être à jour. Voilà. Donc sur la pratique, sur la théorie, on sait ce qu'il faut faire. Après, moi, j'ai pas encore commencé vraiment à regarder, j'ai juste tapé vite fait dans Google. J'ai trouvé un article super intéressant sur Stack Overflow qui est vraiment bien détaillé tout ça, mais il n'y a pas de solution. Donc voilà. Les écouteurs, ouais. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça marchera que si on a des écouteurs de brancher, sinon oui, ça va être le bazar sur le téléphone. On enregistre, ça sera réservé on est aux gens en train qui ont de des jouer écouteurs en même branchés, temps, ouais. ça devient vite cacophonie. Exactement. Pas de problème. Si vous avez encore des questions. On en discute tous les jours. Je vous ai dit quelques semaines où on va essayer de, je pense dans le courant du mois d'octobre. Plus on va essayer de viser début octobre. On a déjà le plus gros là, comme on disait, ils ont bossé sur la partie sonore depuis une semaine, qu'on va réintégrer dans l'application pour pouvoir vraiment finir cette partie-là qui est à l'écran. Et ensuite il reste quelques fonctionnalités de plus sociales à faire, mais après on va essayer début octobre. Alors, vraiment pour l'instant, je ne sais pas. Mais il se trouve que j'ai beaucoup de chance, parce que ma femme, elle est juriste en propriété intellectuelle. Donc je l'ai mis sur le sujet, et elle est en train de le travailler, et je pourrais sûrement vous répondre d'ici quelques semaines. Voilà. C'est collaboratif comme projet. Mais bon, il y a des problèmes comme ça partout. YouTube, malgré toutes les années, n'a pas résolu n'a pas une baguette magique pour ce problème. Comme elle m'expliquait, c'est aussi tout de savoir si on va être statut d'éditeur ou statut d'hébergeur, par exemple. Ça va être toute cette question-là, et c'est des choses qu'on va étudier nous, qui dépendront aussi, je pense, des conditions d'utilisation qu'on fixe. Après, il y a des labels de Creative Commons, mais bon, du coup, il faut que l'utilisateur soit d'accord pour donner tous les droits à une bonne partie. Voilà. Il y a plein de possibilités, justement, on étudie tout ça. On est 4 développeurs et un designer. Donc, un designer, on a un développeur purement Android. Richard et Fabien qui sont plus sur du Java et qui sont dans les trucs. Eux, c'est les bêtes. Quand on a un problème super technique, genre ça, pareil, comme je vous ai dit, on les enferme dans une pièce, on les laisse dessus, puis ils vont répondre à ça. Et moi, je suis sur la partie Android aussi et la partie serveur. Non, pour l'instant, c'est un projet de fin de soirée, de longue soirée du coup.
Ah non, on crée vraiment notre propre réseau social. L'idée, c'est on a des utilisateurs et voilà, vous pouvez liker. Je suis pas authentifié donc je peux pas. Vous pouvez commenter. Super commentaire comme on en trouvera plein, je pense. Voilà, donc c'est vraiment notre propre réseau social, quoi. Après, vous pourrez le partager aussi pour l'envoyer ensuite vers Facebook et compagnie, mais c'est notre propre réseau social. Ah, voilà. Ah ouais, c'est juste téléphone pour l'instant. On n'a pas du tout le temps de s'occuper de la tablette pour l'instant. Bah, merci tout le monde. Hein.